En février 2025, un procès très particulier a commencé. Le plus grand abuseur d'enfants de France a été mis sur le banc des accusés, et les témoignages qui ont déjà commencé à être recueillis ne font qu'augmenter l'horreur. Les accusations croisées qui ont lieu dans les dernières heures révèlent un réseau de complicité, de négligence policière et un arbre généalogique teinté d'actes cruels et pervers. Mais ne nous précipitons pas. Comment ont-ils découvert cet individu qui aujourd'hui fait face à une peine dérisoire de 20 ans pour avoir abusé de plus de 300 mineurs? Pourquoi les victimes sont-elles convaincues que tout aurait pu être évité si quelqu'un de leur entourage avait prêté attention? Quel a été le chemin que les enquêteurs ont dû parcourir pour révéler les terribles secrets qui sont restés cachés depuis les années 80? Que disaient les journaux qui ont été trouvés dans la maison de l'agresseur? Pourquoi l'homme était-il déjà en prison lorsque cette bombe a éclaté? Pourquoi était-il en train de purger une peine? Eh bien, pour essayer de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans le sombre cas de Joël Lescournec, le plus grand pédophile français. Avant de commencer, il est nécessaire de souligner que ce cas se déroule actuellement, donc certaines données peuvent changer une fois le procès terminé. Si vous voulez une deuxième partie sur le verdict et la résolution de l'affaire, qui ne sont pas encore connues lors de l'enregistrement de cette vidéo, faites-le nous savoir. Écrivez jugement dans les commentaires. Si plus de 200 personnes commentent jugement, nous ferons une deuxième partie, sinon nous le laisserons ici. Je vous invite à interagir avec les vidéos en laissant des likes et des commentaires, car ainsi YouTube comprend que ce contenu vous plaît et vous en recommande plus. Même un simple like aide YouTube à comprendre que vous voulez voir plus de vidéos similaires dans vos recommandations. Eh bien, rien de plus à dire, commençons. Un médecin respecté. Le 3 décembre 1950 est né à Paris, celui qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands monstres français. Le garçon, baptisé Joël Lescournec, a grandi au sein d'une famille modeste de classe moyenne et a passé une enfance où il n'a pas montré de problème majeur pour s'adapter et respecter les consignes de son environnement. Joël était silencieux mais ambitieux et plus vite que tard, il réussissait à gagner le respect des professeurs et des camarades. Personne n'imaginait que le petit souffrait de terribles maltraitances chez lui. Ce fait ne serait découvert que 70 ans plus tard. Nous allons bientôt approfondir le sujet. Nous savons que le jeune homme s'est préparé à devenir chirurgien, et il a entamé une carrière généralement caractérisée par sa complexité. Il a de nouveau reçu l'approbation de ses supérieurs, et une fois de plus, un grand succès a été prédit pour lui. Joël était persévérant, intuitif et semblait avoir un objectif clair. Il était aussi chaleureux dans ses paroles, et malgré qu'il passait des heures enfermé à lire des manuels académiques, il ne manquait jamais une occasion de s'amuser. C'est ainsi qu'il a rencontré en 1974 celle qui deviendrait sa femme et la mère de ses 3 enfants. Marie Frentz, aide-soignante, a rapidement eu une alchimie avec lui. Lorsque Joël a commencé son internat à l'hôpital universitaire de Nantes, ils étaient déjà une famille établie et avide de progrès. L'homme passait ses jours de repos à acheter des livres de fiction et à écouter de la musique classique, un genre pour lequel il professait un amour qui frôlait l'obsession. Il a aussi commencé à rêver d'avoir sa propre maison, ce qui se concrétisait avec les nouveaux emplois de plus en plus nombreux. Son curriculum vitae regorgeait de mentions spéciales et de récompenses. Avec la reconnaissance sont venues quelques augmentations, et après quelques sacrifices et des années d'économie, les Lescournec ont pu déménager dans un endroit spacieux. Et seulement 2. Installés dans un nouveau quartier, ils n'ont jamais eu de problème avec les voisins, et lors des fêtes, ils évitaient tout type de conflit avec leurs proches. Toujours défenseur d'un style de vie modéré et engagé, Joël a continué à suivre sa routine de travail, à mettre à jour ses connaissances et à participer à des conférences remarquables. Il a fait partie d'équipes de longue date et est devenu une éminence en tout ce qui concerne la chirurgie digestive et abdominale. Après une pause prolongée, il avait réussi à minimiser les événements de cette période difficile avant de reprendre son activité. Pourquoi? C'est un autre mystère que nous révélerons bientôt. Des chirurgiens fraîchement diplômés n'hésitaient pas à le consulter et des patients de diverses parties du monde le mentionnaient avec affection et admiration. Le masque social que le sujet avait construit pour interagir avec les autres était impeccable. Pour la plupart de ceux qui le connaissaient, il était une personne irréprochable, un père de famille travailleur et un mari aimé. Quand il a eu 60 ans, il a reçu de nombreux appels et messages d'affection. Cependant, il commettrait bientôt un grave délit,
qui serait le coup d'envoi pour que de plus en plus d'atrocités émergent. D'une seconde à l'autre, le château de cartes qu'il avait construit s'est effondré et est devenu visible pour tous, le mal qui habitait en lui. L'horreur commence à se montrer. En avril 2017, une petite fille de 6 ans vivant à Yonsak a raconté quelque chose à ses parents qui les a consternés. Les larmes aux yeux, la fillette a avoué avoir vu son voisin plus âgé alors qu'elle était dans la cour. L'homme l'avait salué amicalement et lui avait offert un énorme sourire. Ensuite, lorsqu'elle avait également souri, il avait procédé à lui montrer ses parties génitales. Avant que la petite puisse faire quoi que ce soit, l'homme s'était approché pour la toucher de manière inappropriée, puis s'était masturbé. Le récit était horrible et les parents de l'enfant n'ont pas perdu une seconde. Ils se sont rendus au commissariat et ont déposé la plainte correspondante. La découverte que le vieux voisin abuseur de la famille était en fait Joel a été un choc énorme pour tous. Après avoir vérifié avec plusieurs études que la mineure avait effectivement été touchée par l'homme, le 2 mai, une perquisition a été effectuée dans la maison de ce médecin, de 66 ans. Il avait l'habitude de saluer tout le monde avec un geste aimable et n'avait jamais eu de problème avec personne. Au début, beaucoup ont voulu croire qu'il s'agissait d'une erreur. Il n'a pas manqué ceux qui ont essayé de suggérer que la fille devait se tromper, et en fabulant. Personne ne s'attendait à ce que cette perquisition devienne la pierre angulaire d'une affaire qui devient de plus en plus tordue chaque jour. En faisant le tour de la maison des Lesquerneck, les agents ont remarqué qu'une des pièces avait un faux plancher. Sous les planches, ils ont découvert une variété de jouets sexuels, perruques, godemichés et disques durs, avec plus de 300 000 images et 600 fichiers vidéo montrant des actes de pédérastie. Comme s'il y avait un doute, à côté de tout cela déjà incriminant en soi, des journaux intimes sont apparus où le médecin racontait en détail les abus qu'il commettait. En analysant ces lignes brutales, les enquêteurs ont découvert, stupéfaits, que Joel avait abusé de nombreux de ses patients, la plupart d'entre eux étant mineurs. Il avait noté le nom, l'adresse et le numéro de chaque victime. Sous toutes ces données, il avait laissé une trace de ce qu'il avait fait à chacun d'eux alors qu'ils étaient inconscients dans la salle d'opération. La première note datait de 1980, lorsque Joel avait 30 ans. La dernière datait de 2014. Une rapide comparaison des informations a démontré que, effectivement, ces personnes mentionnées dans les journaux de Joel avaient été hospitalisées dans les endroits où il avait travaillé, tout au long de cette période. Cela signifiait que les journaux n'étaient pas une sorte de fantasme fiévreux. Ils étaient un journal détaillé et répugnant qui révélait un être qui, manifestement, n'était pas qui il prétendait être. Et ce n'était que le début, car l'indignation n'a fait que grandir lorsque l'on a su que l'alarme avait déjà été donnée en 2004. Mais tout le monde avait décidé d'ignorer ce cas. Les antécédents ? Alors qu'une affaire était lancée contre Joel pour l'abus de sa voisine, les détectives retroussèrent leurs manches et se mirent au travail. Les enquêteurs ont découvert que le médecin avait un casier judiciaire moins propre que ce que l'on croyait. Il avait même passé 4 mois en prison en 2005 et payé une amende de plus de €. C'était un champion. Un chapitre de sa vie dont il ne parlait jamais à personne et que peu de gens connaissaient. Même le nombre limité de personnes qui savaient qu'il avait été derrière les barreaux n'avaient jamais connu les vraies raisons de son emprisonnement. Tout avait commencé par un appel que le Federal Bureau of Investigation avait passé aux autorités françaises en 2004. Dans celui-ci, ils informaient qu'un de leurs citoyens avait utilisé sa carte de crédit pour acheter une vidéo sur le dark web. Et ce n'était pas n'importe quelle vidéo, c'était une vidéo où un mineur était abusé. Le citoyen en question était Joel. L'homme a dit qu'il regrettait et a assuré que bien qu'il ait cédé à l'impulsion de voir des abus sur des enfants, il n'en avait jamais commis. Il a prétendu avec fierté qu'il était prêt à devenir une meilleure personne. Le procès pour cette affaire a eu lieu des mois plus tard et a abouti à la condamnation récemment mentionnée. Au cours de ces années, les autorités ont eu l'occasion d'arrêter une personne qui commettait des atrocités depuis plus de 20 ans, aux enfants qui avaient la malchance d'être pris en charge par lui. Et ce n'était pas le pire. Dans tous les cas, on peut attribuer le fait que Joel ait réussi à éviter d'être découvert à ses ruses et à une part de chance. Ce qui est inexplicable, c'est que lorsque le chirurgien a été de nouveau libéré, il n'a rencontré aucun obstacle pour continuer à travailler là où il le faisait. C'est-à-dire, il a continué à être en contact avec des mineurs. Des mineurs qui se réveillaient des opérations sans savoir qu'ils étaient abusés lorsqu'ils étaient sous l'effet de l'anesthésie. À ce moment, Marie-France a quitté Joel.
A-t-on demandé à quelqu'un si elle savait ce que faisait son mari? N'a-t-on jamais soupçonné ces témoignages? Nous ne le savons pas. Oui, nous savons qu'aujourd'hui la femme est dans une situation délicate, car même si elle reste libre, beaucoup affirment qu'elle ne tardera pas à être arrêtée. En 2006, un psychiatre, collègue de Joel dans certains hôpitaux, a relié quelques points. Et il a été perplexe en confirmant que l'homme était le même qui avait été condamné moins d'1 an auparavant. Sans hésiter, il a soumis un rapport aux hautes sphères, considérant que l'antécédent était suffisamment grave pour être pris en compte. Si jusqu'à ce moment il y avait eu une erreur administrative de la part de l'hôpital, elle aurait pu être corrigée grâce à la dénonciation de ce psychiatre. Effectivement, un antécédent comme celui que Joel avait est un facteur déterminant pour pouvoir travailler ou non avec des mineurs. Cependant, personne n'a suivi la plainte, aucune mesure préventive n'a été prise et aucun contrôle n'a été renforcé sur le sujet. Tout le monde a fermé les yeux. Joel semblait destiné à s'en sortir et il a continué à le faire pendant plus de 10 ans. Quand son secret était à nouveau en sécurité, il a soulevé le faux plancher de la maison, a sorti son journal et a continué à enregistrer les cruautés qu'il commettait. Les agents qui avaient maintenant l'affaire ne pouvaient pas comprendre comment cet individu avait pu rester impuni aussi longtemps. Ils savaient aussi qu'il serait difficile de prouver les crimes qu'il avait commis contre des victimes inconscientes de leur abus. Ça allait être difficile. Ils ont donc priorisé l'ouverture d'une affaire pouvant enfin le neutraliser. Essentiellement, ils avaient besoin de gagner du temps avec des cas faciles à vérifier, et, à leur horreur, ils n'ont pas eu de mal à les trouver. Premier procès. Le premier procès contre Joel Esquarnec a eu lieu en mars 2020. À l'accusation de la famille de sa voisine de 6 ans, s'ajoutent des charges d'agression sexuelle contre 3 autres mineurs, 2 de ses nièces et un patient d'hôpital. Ses nièces avaient été abusées dans les années 80 et le patient dans les années 90. Cette fois, la situation est devenue plus médiatisée et il est devenu de notoriété publique ce que les experts psychologiques ont dit de l'accusé, qu'ils ont décrit comme un être humain sans la possibilité d'empathie, et presque fier de se définir comme un exhibitionniste, bolère, ursado, masochiste et pédéraste. C'est alors que l'argument de Joel pour sa défense a été dévoilé. Selon lui, les abus dont il était accusé n'avaient jamais existé, car il n'avait jamais pénétré personne. Il avait touché des enfants aux parties génitales, avait fait en sorte que les enfants le touchent, et les avait même forcés à avoir des relations sexuelles orales. Mais il était convaincu que, comme il n'y avait pas eu de relation sexuelle avec pénétration, il n'avait rien fait de mal, comme suggéré. Il est même allé jusqu'à dire qu'une de ses nièces mineures l'avait séduit. L'homme était finalement exposé aux yeux de tous, mais encore une fois, la situation a tourné à son avantage. Alors que les procureurs étaient sûrs qu'ils étaient en train de coincer le sujet. Les propres parents de ses nièces ont mentionné qu'ils étaient prêts à lui pardonner si Joel acceptait de suivre une thérapie. Ils étaient même prêts à négocier avec lui pour que sa peine soit réduite. Cela a provoqué la colère des nièces et de la famille de la fillette de 6 ans. Qu'à partir de ce moment, ils ont décidé de se tourner vers la presse et de pointer du doigt une sorte de mafia familiale. Ils craignaient qu'il y ait une protection autour du chirurgien et que celui-ci réussisse à échapper une fois de plus à la loi. Les dénonciateurs ont convaincu les médias de suivre de plus près les événements. Le public s'est fait entendre et a spontanément soutenu les victimes avec des marches et des pancartes. En fin de compte, fin 2020, l'escadron a été condamné à 15 ans de prison. Ceux qui continuaient à analyser leurs journaux intimes avaient pour la première fois la marge de temps dont ils avaient besoin pour approfondir les cas les plus anciens. Cette enquête ne prendrait pas moins de 4 ans. 4 années au cours desquelles il a été confirmé que les abus commis par le chirurgien atteignaient presque 300. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Nouveau cas. Le processus de révélation de ce qui s'est passé il y a 40 ans a été complexe à plusieurs égards. La cause principale était que, comme dit précédemment, il s'agissait d'enfants abusés devenus adultes qui ignoraient ce qui leur était arrivé. Il fallait agir avec délicatesse. Les enquêteurs ont pu remarquer que beaucoup des victimes de Joel partageaient le même schéma. Avec le temps, ils avaient développé des traumatismes, des crises de panique et d'autres pathologies jugées injustifiées. Souvent, ils avaient même été traités médicalement pour trouver des solutions à des insomnies, des phobies ou des manies inexpliquées. Lorsqu'on leur a annoncé qu'ils étaient nés sur la liste d'un pédophile, leur monde s'est effondré, mais beaucoup de choses ont également commencé à avoir du sens. En voyant les photos de Joel, certains de ses enfants, maintenant devenus adultes,
ont admis avoir un souvenir très fugace de lui et du moment où il s'était occupé d'eux. D'autres ne pouvaient même pas s'empêcher de rester figés d'horreur en croisant ce visage que leur inconscient avait passé des années à cacher. Les spécialistes évaluent la possibilité que certaines de ces personnes aient été abusées dans un état très profond de l'effet de l'anesthésie, alors que d'autres ont probablement subi l'attaque d'une sorte de veille. C'est pourquoi ils ont développé une connexion plus directe avec l'abus lui-même et ses conséquences. En avril 2024, ils avaient retrouvé 312 victimes. La prescription du crime a fait que beaucoup d'entre elles n'ont pas pu porter plainte. À ce moment-là, une nouvelle affaire a été ouverte avec des accusations pour le viol de 299 mineurs, 158 garçons et 141 filles. Ce sont ces personnes qui aujourd'hui, selon leurs avocats, cherchent à retrouver un peu de dignité, d'humanité et surtout de considération de la part de la justice. Le procès tant attendu a eu lieu en février 2025 et les controverses n'ont pas tardé à se manifester. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent. L'un des premiers à témoigner lors du nouveau procès contre Joel fut son propre frère, qui n'a pas hésité à dire que l'homme devait mourir en prison pour ce qu'il avait fait à la société. Son témoignage le plus précieux concernait Mary Franz, qu'il a d'abord accusée de vouloir son mari pour l'argent, d'avoir couché avec le premier mari de sa sœur, d'avoir eu un amant et même de lui avoir fait des avances. Puis il est allé un pas plus loin. Ses mots textuels étaient « Y a-t-il une personne qui aurait pu faire arrêter Joel toutes ces années ?» Sa femme. Elle était au courant des activités de son mari et n'a rien fait. Marie-France est-elle une femme en qui on peut avoir confiance ou est-elle une complice? A-t-elle toujours été une complice ou est-elle une autre victime de Joel? Pour essayer de répondre à cela, il y a une entrée dans le journal de Joel qui semble révélatrice. Elle est datée de 1996 et le chirurgien y affirme se sentir en crise parce que sa femme l'a découvert et lui a demandé de suivre un traitement. Nous ne pouvons pas vérifier si l'écrit est fidèle à la réalité, ni si des promesses faites à sa femme n'ont pas été tenues par la suite. Si nous savons ce que Marie-France a dit, en s'asseyant sur le banc des interrogatoires, la femme s'est présentée comme peu disposée à parler et portait un masque. Bien qu'elle se soit montrée évasive et contradictoire, elle a fini par se rendre antipathique à la salle. En se demandant et en demandant au tribunal s'il ne pouvait pas y avoir une chance que certains enfants trouvent du plaisir à être abusés. Face à l'indignation générale, elle a dit que tout était confus pour elle, car elle avait aussi été abusée quand elle était petite. L'aveu de son propre abus n'était pas le seul qui a été entendu. Lorsque les enfants de Joel sont montés à la tribune, ils ont laissé entrevoir un arbre généalogique aux racines perturbantes. Pour ne pas aller plus loin, le fils aîné du médecin a raconté qu'il avait lui-même été agressé sexuellement par son grand-père, le père de Léa Squerneck, quand il avait entre 5 et 10 ans. Lorsque questionné sur le fait que le chirurgien ait pu être abusé par son père, il a répondu qu'il le pensait, malgré les dénégations de ce dernier. Apparemment, le père de Joel aurait également eu des problèmes avec l'alcool et des épisodes de zoophilie. Compte tenu des révélations des dernières années, le fils de l'accusé voit son père comme une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Un sujet avec une double personnalité qui sait très bien cacher son côté sombre. Le cadet des fils du chirurgien a confirmé que Joel avait toujours été un bon père. Cependant, il a coupé la communication avec lui, préférant garder ce souvenir de lui. Un autre qui a suscité diverses controverses était un Français de 90 ans, qui s'est présenté comme le meilleur ami de Joel et l'ancien meilleur ami de son père. Ce sujet s'est montré agressif envers les avocats et frivole envers les victimes, alléguant qu'il n'a jamais vu Joel séduire un mineur. Donc l'affaire ne le concernait pas. Ensuite, en voyant les photos des enfants abusés, il a déclaré qu'il ne pouvait pas passer sa vie à pleurer pour tout ce qui arrivait aux autres. Il a qualifié l'affaire de question de braguette et a admis qu'il avait toujours voulu avoir des relations avec Joel. Mais l'autre n'aimait pas les hommes. Peu après, l'accusé lui-même a renié les paroles de son ami et, conseillé par son avocat, a exclamé « Tu es mon ami et tu continueras à l'être ». Mais je dois te dire que j'ai été profondément choqué par ce que tu as dit de toutes ces personnes que j'ai agressées et blessées à cause de mes actes. Tout cela a été et continuera d'être observé par les victimes de Joel, qui se trouvent dans une salle annexe à la salle où se déroule le procès. Le verdict ne sera pas rendu avant le 6 juin. En attendant, le chirurgien reste très respecté. Pour l'instant, il n'est visité en prison que par sa femme et par l'ami avec lequel il est entré en conflit.
Des cas comme celui-ci remettent l'accent sur la façon dont le mal parvient souvent à prendre le contrôle de la situation à cause d'une série de négligences malheureuses. Cela montre également qu'il existe encore de nombreux pactes de silence qui tentent d'éloigner les personnes abusées de la justice. Revenir sur ce chemin d'horreur semble difficile mais pas impossible. Parfois, comme nous l'avons vu dans ce cas, la vérité met des décennies à émerger. Que saurons-nous de plus sur le cas de Joël? Le rôle de sa femme sera-t-il finalement révélé? L'ami réapparaîtra-t-il? Que diront les victimes en racontant leur expérience? Et qu'elles doivent revoir pour la première fois depuis longtemps cet homme qui les a profondément blessées, d'une façon qu'elles commencent à peine à saisir. Tout cela sera révélé dans les mois à venir. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur cette affaire aberrante, n'oubliez pas de commenter avec le mot procès.